Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un vendredi 13, mais oui, le 13 octobre 1307, c'est le petit matin, les premières lueurs de l'aube sont en train peu à peu d'éclairer tous les coins du royaume de France et un petit peu partout le long des sentiers jonchés de feuilles mortes, des groupes de cavaliers en armes progressent inexorablement. Ces groupes s'arrêtent aux abords de solides bâtisses un peu partout sur le territoire. Ce sont les commanderies dans lesquelles vivent ces moines soldats qu'on appelle les Templiers, les moines de l'ordre du Temple. Devant la porte, raconte Stéphane Ingrand dans Les Templiers, le chef de troupe se présente de la part du roi. La plupart des Templiers dorment encore dans les dortoirs sous leur couverture brune. On les enferme dans une salle en attendant que l'inventaire de la maison soit établi. Ainsi, on compte vaches et cochons, charrettes et tonneaux de vin. Et le même jour, de manière coordonnée, au moins plusieurs centaines de Templiers sont arrêtés. C'est la chute, bien sûr, de cet ordre militaro-religieux fondé 2 siècles plus tôt pour protéger les pèlerins de Terre Sainte et qui s'était si incroyablement enrichi. Eh bien, voilà le coup de filet du roi de France sur ces Templiers, un coup de filet qui est le résultat de toute une manipulation. À l'origine de tout cela, il y a un donneur d'ordre. Et ce donneur d'ordre, c'est le roi en personne, c'est Philippe IV, qu'on appelle Philippe le Bel. Il a 39 ans, le Capétien à l'époque, une chevelure claire, une large carrure. Il vient de déclarer donc la guerre à ces religieux devenus trop encombrants. Et c'est à ce moment-là que commence sans doute une des affaires les plus fascinantes du Moyen-Âge, émaillée de pratiques occultes, de chasse au trésor et de tortures. Il y a souvent des tortures au Moyen-Âge. 7 siècles plus tard, le nom de Philippe le Bel reste lié à cette arrestation dans tous les coins du royaume, arrestation qui a sidéré l'Europe. Mais quelles ont été les intentions du roi derrière cette initiative aux allures de séisme ? Pour essayer de répondre à cette question, il faut s'attaquer à tout le mystère de la personnalité d'un souverain complexe. Un souverain qu'un adversaire un jour a ainsi décrit « Ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue ». Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1268, Philippe, à Fontainebleau. Il était né sous le règne de son grand-père, donc le roi Louis IX, qui à l'époque n'était pas encore Saint-Louis, mais qui déjà jouissait d'une aura exceptionnelle. Le garçon côtoie ce grand roi, mais de loin. Il faut vous dire que Louis IX est parti dans une nouvelle croisade et qu'il n'en reviendra pas vivant. Le souvenir de ce pieux héros oblige évidemment ses descendants et son petit-fils tout particulièrement. Pour l'instant, il donne encore au rêve de l'enfant le souffle de la ferveur religieuse. Et puis, disons-le aussi, sans doute, quand on parle de ces lointaines croisades, il lui donne la couleur des épopées. Il va y avoir d'autres deuils qui marqueront les premières années du petit prince. D'abord, Isabelle d'Aragon, sa mère, va tomber de cheval et mourir subitement. Le roi Philippe III, à ce moment-là, épouse la jeune Marie de Brabant. Or, en 1276, nouveau coup dur, le frère aîné de Philippe, Louis, meurt à son tour, dans des circonstances qui d'ailleurs sont pas très claires. On murmure sur le passage de la belle-mère qu'on soupçonne d'avoir tué cet héritier, les clans se toisent, l'atmosphère à la cour est littéralement irrespirable, il faut apprendre à naviguer en eau trouble et le jeune Philippe va s'endurcir et peut-être déjà se composer cette espèce de masque, vous savez, d'expression indéchiffrable qu'il aura toute sa vie. Il n'a que 8 ans à ce moment-là quand il devient l'héritier du trône et on lui donne évidemment les meilleurs professeurs, des maîtres à penser qui prêchent la prudence, la raison, la vertu. N'oubliez pas qu'en cette toute fin du XIIIe siècle, on est au sommet bien entendu de ce qu'il peut y avoir de magnifique dans la scolastique et dans la réflexion universitaire. Alors, il va devenir adolescent, épouser Jeanne de Navarre, la fille du comte de Champagne et roi de Navarre. Ce mariage qui s'annonce sans scandale et qui est porté par la grande piété de Philippe n'empêche pas le sort de s'acharner sur lui. Il a 17 ans quand on lui annonce la mort de son père. Pourtant, son père était encore dans la force de l'âge, mais c'est lui qui va être sacré roi de France à Reims. On est là à l'hiver 1286. C'est un moment
incroyable, évidemment, qui va exalter cet adolescent. L'un des biographes du roi Philippe, Georges Minois, le souligne, je le cite, « Un jeune homme déjà pleinement conscient de ses responsabilités et pénétré du sens de ses devoirs comme l'est Philippe IV, ne peut que prendre très au sérieux les engagements du sacre. Le caractère réfléchi et inébranlable des décisions de son règne doit beaucoup au fait qu'il se croit authentiquement investi d'un pouvoir qui lui vient directement de Dieu. » Ce qui n'empêche que le roi est encore bien jeune et qu'il va devoir passer par un long apprentissage. Alors il a beaucoup d'excellents conseillers, notamment des légistes comme Guillaume de Nogaret ou Pierre Flotte, qui vont prendre une place essentielle dans son règne. Cet entourage se révèle même assez omniprésent. Il contribue à faire entrer la monarchie dans une nouvelle ère. Il va donner lieu à diverses interprétations sur le rapport du roi à son pouvoir. Est-ce que Philippe le Bel n'est que la marionnette, en quelque sorte, de ses conseillers, si savants, si avisés soient-ils? Est-ce que simplement il délègue l'exécution de desseins extrêmement nobles et vastes qu'il a formés lui-même? Ou est-ce qu'il est un roi de marbre, impitoyable et jaloux de son autorité? Vous écoutez Radio Classique. Alors, ça y est, Philippe IV a pris possession de son trône. Qu'est-ce qu'il fait en réalité de ses journées? Il chasse tous les jours, il chasse sans cesse. Cet adolescent est bien découplé, comme on disait à une époque où l'on ne connaissait pas encore, ou qu'on ne sait plus, devrais-je dire, le sport en tant que tel. Silhouette avantageuse, donc un visage très agréable. Il s'en donne à cœur joie dans les sous-bois. Il va s'appeler Philippe le Bel, c'est pas tout à fait pour rien, évidemment. Il s'en donne à cœur joie dans les sous-bois giboyeux. Il va pas tarder à mettre cette espèce d'énergie hors du commun au service de sa haute tâche. Voilà ce que nous dit Georges Minois, je le cite. « Ce souverain poursuit ses objectifs avec une obstination implacable de chasseur, traquant son gibier avec une détermination d'autant plus forte qu'il considère chacun de ses objectifs comme vital. Lorsqu'il poursuit sa proie, rien ne l'arrête et tous les moyens sont bons parce que la fin justifie les moyens. » Ses premiers adversaires, d'ailleurs, vont le découvrir à leurs dépens. D'une part, il y a un conflit qui se dessine avec le roi d'Angleterre sur le front de la Guyenne, terre anglaise, que le Capétien rêve de placer dans le giron français. Le roi d'Angleterre à l'époque, c'était Édouard Ier. Et Philippe IV se montre rusé. Il va profiter d'un certain nombre de conflits entre marins pour piéger son rival anglais et installer ses troupes françaises en Guyenne. Inutile de vous dire que ça fait monter la tension entre les deux royaumes. Édouard cherche des alliés. Il va s'unir notamment au comte de Flandre, qui a tout intérêt à une alliance avec l'Angleterre pour des raisons largement commerciales. Or, ce comte de Flandre, Guy d'Dampierre, n'en est pas moins vassal du roi de France, qui lui-même est très exaspéré par le manque de fidélité de son vassal. Il faut vous dire que Guy de Dampierre reproche au roi de France sa politique trop autoritaire. Le comte révolté va même finir par rompre son serment de fidélité. Philippe le Bel est mortifié. Il envoie en Flandre une armée. La force est de son côté, le droit est de son côté. Il l'emporte sans difficulté, en tout cas en apparence, parce que du côté anglais, il y a toutes sortes de tractations, la promesse de beaux mariages, tout ça éteint les braises du conflit. La Guyenne, finalement, restera anglaise. Et pour ce qui est de l'impudent comte flamand, le roi ne lâche rien. Bientôt, il le fait prendre et confie les rênes de son fief à un homme de confiance. Seulement, le peuple flamand ne l'entend pas de cette oreille. On s'insurge. Ce sont les célèbres matines de Bruges, dont j'ai eu l'occasion de vous parler à ce micro. Hervé Martin écrit dans Les Capétiens: on répandit à Bruges le bruit que les soldats français avaient introduit dans la ville des tonneaux de cordes pour pendre tout le monde. Au petit matin du 18 mai 1302, ces dangereux conspirateurs furent cueillis dans leur lit. Selon la source la plus sûre, 120 personnes auraient été victimes de ces matines brugeoises. Comment faire quand on est roi de France dans une situation comme celle-là?
Comment faire sans contre-attaquer? Seulement cette fois, l'échec est cuisant puisque les troupes françaises sont dépassées par la fureur locale de ces Flamands. C'est la défaite de Courtrai et quelques années plus tard, Philippe le Bel, qui a été très marqué par l'humiliation, aura sa revanche. Il se jettera en personne dans la bataille de Mons-en-Pévèle. Pour l'heure, la nouvelle du désastre de Courtrai se répand à travers l'Europe et en Italie, il y a un vieil homme qui est aux anges. L'homme en question, c'est le pape Boniface VIII. Ça fait des années qu'il est à couteau tiré avec la cour de France. Il faut dire que le roi de France ne s'est pas toujours montré très bon chrétien. Et pour faire face à ces immenses dépenses, il ne recule devant rien, des emprunts forcés, la création de nouvelles taxes, la confiscation des biens des Lombards, la spoliation des Juifs et toutes sortes de manipulations monétaires. Il va d'ailleurs en tirer la réputation de faux monnayeur. Et pourquoi ne pas taxer le clergé? Alors là, le pape n'est plus d'accord, bien entendu. Boniface VIII voit rouge. À force de négociations, un compromis tout de même est trouvé, compromis qui va être plutôt favorable au roi, et c'est d'ailleurs à cette époque que son grand-père, que le roi Louis IX, est canonisé et devient Saint-Louis. La hache de guerre, si je puis dire, est brutalement déterrée quand Philippe le Bel fait arrêter un évêque accusé entre autres de trahison et de lèse-majesté. Ça, le pape ne peut pas l'accepter, évidemment. Il exige la libération de son évêque et c'est le bras de fer. Et après plusieurs passes d'armes, le pape fait publier la stupéfiante bulle Ausculta Filii qui prône la supériorité des papes sur les rois. Et il traite le roi de France de vipère sourde. Il écrit « Je pourrais prendre contre toi les armes, l'arc et le carquois et pourrais t'excommunier ». En plus de quoi, il convoque les évêques de France à Rome. Alors, c'est trop ça pour la couronne de France. Qu'est-ce que vous voulez? Le roi Philippe est piqué au vif. Il a cette foi inébranlable dans l'essence sacrée d'un pouvoir qui lui a été conféré par le sacre. Et il va reprendre la main d'une façon spectaculaire. Le 10 avril 1302, il réunit à Notre-Dame une vaste assemblée. Il y a des membres du clergé, de la noblesse, des représentants des communes, une sorte d'assemblée des États généraux, si vous voulez. On va brûler, là, devant tout ce monde-là, la bulle du pape. Et on va aller jusqu'à s'offusquer officiellement, ouvertement, de l'outrecuidance de ce vieux souverain pontife. Dans l'entourage du roi, les esprits se sont échauffés. On accuse le pape d'être un usurpateur et d'avoir des pratiques dissolues, allant jusqu'au meurtre et à la négation de Dieu. Bref, on envisage pour le juger la réunion d'un concile. Et au printemps 1303, une petite escouade avec à sa tête Guillaume de Nogaret prend la direction de l'Italie. Il faut faire vite là parce que Boniface est en train de fourbir les armes de son côté. Il préparerait l'excommunication du roi pour la fin de l'été, dit-on. Seulement les envoyés de Philippe parviennent à le surprendre dans son palais d'Anagni. On est à l'est de Rome. C'est Yvan Gobry qui raconte l'épisode. Boniface déclara « Puisque je suis en face de la mort, je veux du moins mourir en pape. » Il se fit revêtir de ses ornements sacrés et s'assit sur son trône, nous dit-il, la couronne d'or au front et à la main les clés de Saint-Pierre. Scène stupéfiante. Le vieil homme est pris à partie. Il est couvert d'injures. Certains iront jusqu'à imaginer une gifle sur le visage du vieillard. Bon, c'est sans doute une gifle mythique et apocryphe, mais enfin, quoi qu'il en soit, le successeur de Saint-Pierre va être humilié d'une façon terrible. Alors, c'est le peuple qui va finir par le libérer. Il rentre à Rome, Boniface, mais il ne survivra que quelques semaines à cette frayeur et à cette humiliation. De son côté, le roi de France a peut-être de justesse échappé à l'excommunication, ce qui est un comble pour ce roi pieux, totalement obsédé par le souvenir de son grand-père Saint-Louis. Sa foi, d'ailleurs, ne fait que l'animer plus intensément au fil du temps. Quant à sa chère épouse, Jeanne, elle disparaît, et c'est pour le roi une épreuve terrible. Il se met à jeûner, à courir les pèlerinages, à faire toutes sortes de saintes donations. Cette fois, le marbre se fissure et pour autant, il n'en a pas fini avec les coups d'éclat. Son œil est déjà en train de se fixer sur de nouvelles proies. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Juin 1306, le roi brutalement s'en prend aux Juifs du royaume qu'il fait expulser pour confisquer leurs biens et très vite il va jeter son dévolu sur cette autre cible dont je vous ai parlé, ces moines soldats de l'ordre du Temple, bien entendu, qu'on va jeter en prison, torturer parfois à mort et beaucoup avouent, plus ou moins n'importe quoi, disons-le, mais ils avouent de mauvaises pratiques, ils avouent qu'ils crachent sur la croix, qu'ils renient le Christ, qu'ils ont des relations sexuelles entre frères, etc. En 1312, le pape, c'est le pape Clément V maintenant, poussé par Philippe le Bel, va prononcer la suppression de l'ordre des Templiers et leurs biens sont transmis aux moines hospitaliers, qui eux aussi sont des moines soldats venus de Terre Sainte. Certains Templiers seront brûlés vifs, c'est le cas en 1314 après bien des péripéties du grand maître du Temple, Jacques de Molay, bien entendu, dont on dit qu'il aurait maudit le pape et le roi. Vous connaissez la scène écrite par Maurice Druon et filmée donc par Claude Barma dans l'adaptation pour la télévision. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. Maudits, 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 tous maudits, jusqu'à la 13e génération de vos races. Cette prophétie n'a probablement jamais été prononcée, mais le fait est que la réputation du souverain est quand même ternie, les nobles commencent à rechigner, on s'inquiète du tour que Philippe le Bel donne à une monarchie qui devient de plus en plus contraignante et centralisée. Le coup de poignard qui symbolisera cette fin de règne ténébreuse, il est porté au sein même de la famille royale. Au printemps 1314, c'est un scandale terrible qui va déchaîner les passions. 2 belles-filles du roi, Marguerite de Bourgogne, la femme de Louis, l'héritier du trône, celui qui deviendra Louis X le Hutin, vous savez, et Blanche de Bourgogne, mariée au dernier fils de la fratrie, sont accusées d'avoir trompé leur mari. La 3e bru du roi, Jeanne de Bourgogne, quant à elle, a osé garder leur secret. Et pour le roi, c'est inacceptable. Toute la pureté de la dynastie est mise en danger. Et le châtiment du roi est cruel. Les 2 princesses infidèles sont rasées puis jetées entre 4 murs. Je ne vous parle pas des 2 bellâtres qui les ont fait succomber et qui, eux, vont en passer par les supplices les plus affreux. Écorchement, émasculation, décollation. Ah oui, on est quand même dans un siècle où l'on ne plaisante pas trop. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est peu après ce drame que Philippe le Bel va s'éteindre accidentellement après une chute de cheval. Il n'a que 46 ans au moment où il meurt, le roi Philippe. Avec, si l'on peut dire, puisque c'était un grand chasseur devant l'Éternel, un tableau de chasse hors du commun et qui reste dans l'imaginaire collectif comme celui d'un roi véritablement impitoyable. Le roi qui a osé tenir tête au pape, qui a liquidé les Templiers, qui a été le bourreau de ses belles-filles. Alors est-ce qu'on peut résumer ce personnage à la figure d'un roi au cœur de pierre ? Est-ce qu'on peut dire qu'il était véritablement cette sculpture de marbre ? Je cite Jean Favier, c'est toujours un bonheur de citer Jean Favier. « L'acharnement du roi n'est pas cruauté, dit-il. Il est simplement l'accomplissement d'un devoir sacré. » Vous écoutez Radio Classique.